Bonjour à tous, merci d'être présents pour le MAG Assurance TV, le MAG des sujets liés à l'innovation et à la transformation du secteur de l'assurance. Nous sommes en direct pendant 52 minutes. Alors dans ce nouveau MAG, 2 plateaux, nous avons le plaisir de faire un premier plateau avec des personnalités du secteur de l'assurance sur les quelques innovations qui ont retenu notre attention. Et dans 25 minutes, nous aurons un second plateau consacré à un débat sur l'intelligence artificielle et l'assurance. Et puis surtout, pensez à poser vos questions sur le live tweet #AssuranceTV. Alors ce n'est un secret pour personne, excusez-moi. Le secteur de l'assurance se transforme. Au-delà du métier historique et du cœur de métier historique de l'assurance, de nouveaux scénarios émergent. Il semble qu'il y ait par exemple 2 scénarios stratégiques différents. Soit s'installer dans le quotidien des Français, y compris avec des services qui vont au-delà du cœur de métier de l'assurance, ou alors être là au bon moment et au bon endroit avec des services liés au cœur de métier de l'assurance. L'assurance est-elle le nouvel ange gardien des Français et des assurés ? L'assurance est-elle là, toujours là au bon moment et au bon endroit? Pour en parler, nous avons réuni des personnalités sur ce plateau. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Franck Levallois. Vous êtes membre du comité exécutif d'Alliance France en charge de la distribution et sponsor de l'activité Midcorp. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Antoine Trarieux, bonjour. Bonsoir. Vous êtes membre du comité exécutif, vous êtes directeur des services connectés automobiles, pôle stratégie, innovation et développement d'Intermutuelle Assistance. Et enfin, Jocelyn Varou, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur général de la mutuelle familiale. Bonjour à tous, nous allons commencer ce premier plateau par une question un peu de contexte général qui reprend mon introduction. Alors, faut-il s'installer dans le quotidien des Français, y compris avec des services qui vont au-delà du cœur de métier historique de l'assurance, ou être simplement, c'est déjà bien, là, au bon moment et au bon endroit, avec des services liés au cœur de métier de l'assurance. Alors messieurs, quelles sont vos positions? Jocelyn? Très rapidement, deux niveaux de réponse. Le premier, c'est quitte à aller un peu sur un marronnier, mais depuis 20 ans, nous assistons à un corpus de règles, qu'elles soient nationales ou supranationales, à travers les directives communautaires, évidemment, de 92 sur l'assurance, qui fait que se concentrer sur son cœur de métier, alors que tout le monde a le même code, le code des assurances, le code de la sécurité sociale ou le code de la mutualité, c'est se risquer sur une banalisation dont je ne suis pas certain, en tout cas y compris la mutuelle familiale, que nous en sortions sincèrement gagnants. Ça, c'était le premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse, eh bien, cette question, nous la poserons directement à nos adhérents, puisque tout au long de l'année, nous organisons des sessions, que ce soit à Paris, en province, en Île-de-France ou ailleurs, avec nos adhérents, et c'est typiquement le genre de questions qu'on leur pose. Donc je reviendrai dessus. Donc vous attendez les réponses. Ouais, j'attendrai. Non, je reviendrai dessus tout à l'heure, je crois. D'accord. Voilà. Franck, Antoine, une réaction à cette première question? Oui, de mon côté, je dirais un petit peu les deux, sans vouloir casser le débat. D'une part, il sera essentiel dans les années qui viennent d'être capable pour des sociétés d'assurance, mais aussi d'assistance comme la nôtre, de multiplier les occasions de contact avec les assurés. Donc certainement de rechercher de nouvelles pistes de services à valeur ajoutée. Et le deuxième élément qui répond à votre suggestion, c'est la pertinence. Nos actions devront être de plus en plus pertinentes, donc de plus en plus affinées. Donc on aura à la fois une recherche d'ouverture dans les services et une recherche, je dirais, de tuning fin dans nos actions. Franck, vous voulez compléter ou... Oui, je dirais tout simplement, c'est que ces 2 propositions, ces 2 scénarios ne me semblent pas opposés. Ils sont au fond complémentaires. C'est sans doute en étant au bon endroit, au bon moment dans l'interaction avec nos clients, avec nos prospects, qu'on est en situation de répondre à ce qui est leurs usages, leurs besoins dans leur vie au quotidien. Et donc par là, de différencier notre activité, de nous différencier par rapport à la concurrence, mais également d'aller au-delà de ce qu'est le secteur assurantiel. Alors Franck, vous parliez d'être au bon endroit. Qu'est-ce que cela signifie exactement, être au bon endroit en termes de distribution? Être au bon endroit, finalement, c'est se poser la question de la proximité. Se poser la question de la proximité parce que c'est la clé du développement commercial, c'est la clé du commerce, finalement, d'être proche de ses clients. Cela étant, la proximité, aujourd'hui, elle ne s'entend
peut-être plus de la même manière qu'auparavant. La proximité, elle n'est plus que, pas simplement géographique. Elle est plus que ça. Chez Allianz, nous parlons de proximité augmentée. Alors ça veut dire quoi, proximité augmentée? Ça veut dire que, bien évidemment, nous nous interrogeons sur, et nous travaillons à l'optimisation de nos points de vente. Je pense notamment aux 2500 points de vente des agents généraux Allianz France. Mais nous allons au-delà. C'est renforcer la présence, notre présence, celle d'Allianz, celle de nos agents généraux sur les médias digitaux, évidemment. Et nous sommes en train de refondre les sites web de nos agents. Mais c'est également travailler sur la génération de contacts qualifiés, de flux digitaux, bref, de leads, qui nous permettent de générer ensuite des affaires nouvelles. L'année dernière, chez Allianz France, la génération de leads, elle nous a permis de générer, au sein du réseau de nos agents généraux, à peu près 25 000 affaires nouvelles. C'est considérable, c'est très très important. Mais au-delà de ça, eh bien, nous nous interrogeons sur des nouveaux formats de distribution. Alors des nouveaux formats de distribution pour précisément répondre à des besoins là où nous ne sommes pas forcément présents, du reste pour des questions, j'allais dire, de densité de population, de densité d'entreprise. Et nous avons lancé en début d'année ce que nous avons baptisé une agence mobile, c'est-à-dire un camion qui était ménagé comme une agence. On peut souscrire, on peut gérer un signe, enfin bref, on peut faire tout ce qu'on peut faire dans une agence, absolument, mais on le fait dans un camion. Et nous avons un premier agent qui, établi en Lozère, a fait le pari de se lancer dans cette aventure. Et donc aujourd'hui, il a organisé une tournée, 5 jours par semaine, 5 remplacements dans des zones où la densité n'est pas forcément la plus importante. Et ça lui permet de rayonner très largement. C'est un nouveau format de distribution. Mais on en a d'autres. On a inauguré il y a maintenant quelques semaines dans la région du Mans ce que nous avons appelé Allianz Cube. Allianz Cube, c'est comme une sorte de conteneur, mais qui est aménagé totalement comme une agence. Là aussi, on peut tout y faire. On peut souscrire, on peut gérer, on peut recevoir évidemment des prospects et nos clients. Mais l'objet de cette Allianz Cube, c'est d'être une agence éphémère, d'être un pop-up store, c'est-à-dire d'être posé à un endroit, dans une zone d'activité, sur un campus pendant quelques semaines, quelques mois, ou sur un événement sportif ou un événement culturel pendant quelques jours. Et tout ça en complément des réseaux agences installés avec un... C'est une façon de densifier notre maillage sur le territoire. C'est ça, être là au bon endroit. C'est ça, être là au bon endroit, et c'est surtout nous rapprocher de nos prospects, de nos clients. D'accord. Parfait. Jocelyn, le positionnement de la mutuelle familiale se traduit peut-être, vous allez me dire si je me trompe, par sa baseline complémentaire de vie, oui. Ce qui laisserait sous-entendre que vous êtes là au bon moment dans la vie de vos assurés. C'est quoi être complémentaire de vie pour une mutuelle en termes de services ? Une remarque préliminaire, Jean-Luc, si vous me le permettez. Le terme de baseline, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il laisse à penser que c'est un concept créé et voulu par des communicants. Or, ça n'est pas du tout le cas. Avant de répondre à votre question... Signature. Oui, non, mais je l'entends. Je sais que techniquement, ça s'appelle une baseline, mais c'est vrai que voilà... C'est une signature, là. Ça traduit assez mal ce que c'est, finalement. Voilà. Avant de répondre à votre question, je voudrais juste rappeler que nous avons 80 ans d'histoire au sein de la mutuelle familiale et que ces 80 ans, au fond, nous ont permis de nous forger une ADN qui nous est propre et des valeurs qui nous sont propres. Des valeurs de solidarité, de non-lucrativité, d'entraide, et même, je vais dire, donc au bon moment, de bienveillance, où la population aussi. Effectivement en a besoin. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'à l'occasion des rencontres que nous effectuons avec nos adhérents, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ce sont ces propres adhérents qui nous ont dit, mais au fond, passer de l'intention à l'action. Et c'est de là que nous est venu le concept de complémentaire de vie, et qui consiste à dire, au fond, bien, je vais assister je vais aider mon adhérent tout au long de sa vie. Lorsqu'un adhérent arrive chez nous, il est étudiant. Probablement qu'il va travailler un jour, il va se marier, avoir des enfants, peut-être malheureusement divorcer. Peut-être qu'il sera dépendant, il partira à la retraite et bien sûr... et on y passe tous, il finira par décéder. Eh bien, c'est derrière chacun de ces moments de vie, des services associés. Nous avons des services associés. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue. Je voudrais signaler 2 points quand même. Le premier, c'est que d'abord, les premiers services, ça reste notre cœur de métier. Je ne vais pas revenir sur la question de tout à l'heure, mais autour de la complémentaire santé. Eh bien, moi, je suis arrivé récemment à la mutuelle familiale. J'y suis depuis le mois d'août. J'ai été très surpris de voir la façon dont étaient gérées les cotisations, par exemple. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un incident de paiement,
nous n'allons pas directement actionner les différents dispositifs que nous permet d'actionner le législateur. Voilà. Donc on appelle l'adhérent. On voit avec lui ce qu'il est possible de faire, si on peut étaler plus les échéanciers. On essaie de comprendre ces situations avant de passer, évidemment, il y a un moment où on ne peut pas être que philanthrope, de passer à une phase plus contentieuse. On fait la même chose lorsqu'on a des gros prélèvements qui arrivent. Typiquement, je parlais de divorce tout à l'heure, parfois on sait... que dans les moments de difficulté financière. Dans les moments de difficulté, voilà, on essaie de comprendre et à nouveau on étale. Voilà, donc on fait des choses de ce niveau-là. Autre point, et je ne peux pas ne pas la citer, puisque nous avons reçu un Argus d'or récemment. Bravo, félicitations. Merci. Sur une prestation qui, pareil, vient de la base. Ce sont nos adhérents qui nous ont dit, mais au fond, si vous instituiez la solidarité familiale. Donc l'idée, elle est toute bête, et on se le rappelle, et surtout à la mutuelle familiale, que c'est la famille, c'est le premier noyau, c'est celui dans lequel on se réfugie quand tout va mal. Enfin, c'est la valeur refuge ultime, surtout en cas de crise. Eh bien, ces adhérents nous ont dit, bien, vous devriez organiser une solidarité à l'intérieur d'une même famille, donc entre l'ouvrant droit et les ayants droit, dans un même contrat, sur un certain nombre de prestations, notamment les chambres particulières. Vous avez des hospitalisations qui parfois sont très longue durée. Or, les contrats prévoient tous, et heureusement, des limitations. Et bien, l'idée, c'est de permettre à l'ouvrant droit ou à l'ayant droit, ça peut marcher dans les deux sens, de bénéficier des prestations de l'ouvrant droit ou de l'ayant droit. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Je voulais donner la parole à Antoine, parce que... si je ne m'abuse, si j'ai bien compris le monde dans lequel j'évolue, le rôle de l'assisteur est historiquement d'être là au bon moment et au bon endroit. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Oui, tout à fait, Jean-Luc. Vous êtes plus particulièrement, excusez-moi, orienté sur les services connectés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Antoine? Alors, pour répondre à la première question, en fait, c'est vrai que l'assistance, traditionnellement, elle se définit comme la capacité de répondre en temps réel avec la mise en œuvre des services adéquats. D'accord ? Donc ça, c'est le métier traditionnel de l'assistance. Et en fait, aujourd'hui, on évolue sur deux grandes tendances. La première tendance, c'est, au-delà du temps réel, c'est chercher le bon timing. C'est-à-dire la juste adéquation dans le temps de l'action que nous allons produire. Et la deuxième recherche, c'est que les services que nous allons apporter, qui apportent de la valeur, doivent également être porteurs de sens. Le sens, c'est ce qui va faire la valeur à la fois par rapport à nos bénéficiaires, à nos assurés, mais également par rapport au travail de nos équipes. Donc ça participe de l'ancrage territorial et de l'engagement sociétal de nos sociétés. Trois exemples très concrets, en fait, aujourd'hui, dans nos métiers. Dans le secteur de l'habitat, typiquement, le métier de l'assistance est passé finalement de la gestion d'alarme à une attitude de prévention. Et nous favorisons aujourd'hui des dispositifs de prévention qui apporte évidemment un service différent. En amont du risque. En fait, c'est tout simplement, voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Donc c'est un réflexe d'assureur, évidemment, mais également un sens et une portée beaucoup plus importante dans la relation que nous avons avec les sociétaires. Le deuxième élément, c'est le domaine de la santé. Donc la santé aujourd'hui, c'est effectivement la santé connectée, l'accompagnement des parcours de vie. Je crois que l'exemple qu'évoquait mon prédécesseur, donc Jocelyn Varroux, est assez exemplaire dans cette notion justement d'apporter quelque chose qui ait du sens au-delà de la simple valeur que nous attendons tous, évidemment, du service contractuel du service. D'accord ? Il y a une portée qui va au-delà et qui répond bien, je pense, notamment à l'attente des jeunes générations. Et dans le domaine du véhicule connecté, dans le domaine de l'automobile, nous allons aujourd'hui essayer de capter la douleur des véhicules avant qu'elle ne devienne la douleur de vos clients. Et évidemment, pour apporter le service nécessaire. Ça veut dire que par rapport aux événements traditionnels, nous allons intervenir avant, pendant et après les événements. D'accord. Donc, c'est le métier historique de l'assisteur. On a une évolution réglementaire que l'on ne peut pas ne pas évoquer du 31 mars 2018, le système d'appel d'urgence automatique e-call, qui est fondé sur le numéro européen 112 et qui est devenu obligatoire dans toute l'Union européenne pour les nouveaux véhicules, de voitures particulières et de véhicules légers. Alors, si je ne m'abuse, l'e-call aujourd'hui, concrètement, ce n'est que 2% du parc équipé. Donc l'e-call, c'est être là pour être au bon endroit et au bon moment, dans sa voiture, quand on a un souci. Quel est votre point de vue, Antoine, sur ce sujet ? Alors, je répondrai en fait à trois niveaux. Le premier, c'est que historiquement, l'e-call, c'est une technologie un petit peu ancienne
qui a démarré en fait il y a une quinzaine d'années en Europe et notamment en France avec le groupe PSA et pour IMA particulièrement. Cette activité d'e-call qu'on appelle privée, elle s'est développée progressivement dans les segments premium, donc les marques premium, les segments premium des marques, pour atteindre aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, à peu près 2% du parc de véhicules légers qui soit équipé en France. C'est bien, mais c'est peu. C'est peu pour un dispositif de sécurité routière. L'élément majeur et qui est un élément essentiel de transformation, c'est que ce dispositif est devenu obligatoire. Et en ce sens, effectivement, le réglementaire va pousser l'innovation pour rendre obligatoire un dispositif qui est un dispositif de sécurité tertiaire destiné à réduire la traumatologie routière et les accidents sur les routes. Maintenant, ça nous pose la question de la troisième étape. Alors, simplement, sur la partie l'e-call obligatoire, on rappellera que les assisteurs, représentés par le SNSA, donc ont conjointement avec le soutien des assureurs, pris une position de place très significative, puisqu'aujourd'hui, ce sont les sociétés d'assistance en France qui vont opérer pour le compte de l'État la gestion de la réception et de l'orientation de toutes les alertes e-call 112. Ceci étant dit, on va être sur un développement extrêmement long, puisque, comme vous l'avez rappelé, on n'équipera que les nouveaux types de véhicules. En clair, il faudra à peu près 10 ans pour que le parc médian de véhicules légers soit équipé. Le parc médian. Le parc médian, 50% du parc. Quand on parle de traumatologie routière, c'est un petit peu questionnant. Excusez-moi, Antoine. L'Union européenne parle de 2500 vies sauvées si 100% du parc automobile était équipé, dans l'Union européenne, hein, bien sûr. Vous partagez cette estimation ? Alors, nous sommes sur des estimations qui datent un petit peu d'une époque où il y avait 50 000 morts sur les routes d'Europe par an. Et aujourd'hui, fort heureusement, la traumatologie routière s'est considérablement réduite, même si des efforts restent à faire. Ce que l'on s'estime aujourd'hui, les experts estiment que 4% à peu près des tués pourraient être évités et 6% des blessures graves, ce qui est déjà très significatif. Clairement, aujourd'hui, 600% du parc était... 600% du parc, pas le cas avant 600% du parc était équipé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui si on ne fait rien. Voilà. Mais ça veut dire que concrètement, les plateformes d'IMA d'urgence aujourd'hui, on sauve des vies tous les jours. Oui, c'est le métier de... On sauve des vies tous les jours. C'est une partie de l'école privée, c'est 100 000 alertes par an sur nos plateformes, on sauve des vies tous les jours. Maintenant, il reste la question de l'après. Et l'après nous questionne sur deux cibles particulières. D'une part, les jeunes conducteurs. Moi, j'ai un fils qui a 25 ans. Avant qu'il achète un véhicule neuf équipé de nouveau type, il se passera un certain nombre d'années. Donc, la question, c'est l'aftermarket. Notre conviction, c'est que les mois qui vont venir vont voir sortir sur le marché des solutions qui pourront permettre de répondre aux mêmes besoins pour les véhicules de seconde main. Simplement, la précaution, c'est que ces dispositifs doivent être homologués. Et si possible, répondre au standard e-call. La deuxième cible, ce sont les motards. Les motards sont surexposés. Aujourd'hui, la réglementation européenne ne prévoit pas de dispositif de sécurité pour les motards. C'est pour cette raison qu'IMA accompagne plusieurs projets, notamment de start-up sur le domaine national, qui vont proposer des solutions permettant d'aller vers l'accès à une solution d'appel d'urgence pour l'ensemble des motards. Pour nous, c'est promouvoir une mobilité sécurisée pour tous. Pour tous, c'est parfait. Je voudrais revenir 30 secondes sur ce que disait Antoine tout à l'heure. Il nous dit que la réglementation pousse l'innovation. Vous avez une réaction ? Est-ce que c'est toujours la réglementation qui pousse l'innovation ou Alors chez nous, on a un acronyme, hein, c'est RAI, Résistance, Action, Innovation. C'est quelque chose qu'on voit partout à la mutuelle familiale. Donc oui, évidemment... c'est affiché dans le... Pratiquement. D'accord. Donc oui, l'innovation, pour nous, elle est au cœur du sujet, mais on l'appréhende avec le souci permanent de la proximité. C'est-à-dire que... Mais oui, mais est-ce que la réglementation favorise l'innovation ? C'était quand même la question. Oh oui, évidemment, oui. Oui. Systématiquement ou pas ? Franck ? Oui, parce qu'au fond, la question qu'on se pose lorsqu'on doit adresser une nouvelle réglementation, c'est-à-dire de nouvelles exigences, de nouvelles contraintes, c'est comment transformer ces contraintes en opportunités. Et les derniers mois et les mois à venir sont remplis d'exigences réglementaires, de nouvelles contraintes réglementaires et donc de nouvelles opportunités. Donc on ne fait qu'attendre que la réglementation évolue pour innover, c'est un peu ça l'idée ? Non, je pense que la concurrence est évidemment un vecteur, un moteur d'innovation. Comment se différencier par les uns des autres, évidemment. Et donc l'innovation est au cœur, en tout cas chez Alliance France, est au cœur de ce que nous pouvons mener comme transformation, et notamment pour répondre aux usages de nos clients. J'ajouterais, si vous permettez Jean-Luc, effectivement la réglementation, mais également la normalisation. Très clairement, c'est
pas forcément le sujet qu'on va développer ce soir, mais sur les solutions d'assurance connectée. Aujourd'hui, on a beaucoup de solutions qui existent sur le marché et on manque un peu de standards communs. Or, la réglementation ou la normalisation permettent finalement d'échanger des informations sur des langages convenus, d'une façon convenue. Et à ce moment-là, ça favorise une concurrence, je dirais, loyale entre les acteurs, mais aussi la sécurité des usagers, ce qui est très important pour nous. Franck, je reviendrai un petit peu sur votre actualité. Vous avez également une actualité qui n'a pas encore, si j'ai de bonnes informations, été annoncée, en tout cas en externe, à Allianz, et que vous voulez nous évoquer. Mais de quoi s'agit-il exactement ? C'est un programme de partage de compétences, c'est ça ? Alors c'est plutôt un programme de complémentarité entre réseaux, s'il fallait le résumer. On parlait d'innovation à l'instant, c'est quelque chose qui était très très important pour nous chez Allianz France, et il se trouve que dans notre transformation de la distribution et plus généralement d'Allianz France, nous nous préoccupons de plusieurs objectifs, de plusieurs attentions à l'égard de nos clients, et je pense notamment à l'enrichissement de l'expérience client au moment de l'acte d'achat, de souscription. Je pense également à la productivité commerciale, quels sont les outils, quelles sont les innovations digitales, les leviers qui nous permettent d'augmenter notre efficacité commerciale, et puis également la manière de générer des flux dans nos agences, par exemple, auprès de nos conseillers, c'est-à-dire comment augmenter le nombre d'interactions entre des prospects, des clients, nos clients et nos intermédiaires. Et dans ce cadre-là, nous avons... nous misons sur la complémentarité entre nos réseaux. Je pense au réseau d'agents généraux d'Allianz France et au réseau salarié Allianz Expertise et Conseil. Nous misons finalement sur le fait que cette complémentarité entre des réseaux qui sont spécialisés, spécialisation pour le réseau Allianz Expertise et Conseil autour des sujets patrimoniaux, protection sociale, ce sont 1800 conseillers sur le terrain, et également la multi-spécialisation de nos agents généraux Allianz France. Et comment combiner tout cela ? Eh bien notamment en créant une sorte de réponse à 360 degrés aux besoins de nos clients et notamment aux besoins des clients du réseau salarié. Et dans le dispositif que nous venons de lancer, donc c'est l'actualité du moment, nous l'avons lancé au mois d'avril, eh bien, les 1800 conseillers du réseau Allianz Expertise et Conseil se trouvent en position de pouvoir recommander à leurs clients, qui sont équipés en patrimonial, équipés en protection sociale, de pouvoir recommander les compétences d'un agent général pour répondre à leurs besoins en termes de couverture IARD. Et c'est cette recommandation qui forme un jeu d'équipe, une complémentarité entre les réseaux. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ce sont 600 agents généraux d'Allianz France qui ont accepté de rentrer dans ce dispositif, où ils reçoivent des recommandations des conseillers protection sociale et financiers du réseau Allianz Expertise et Conseil. Et aujourd'hui, c'est le lancement, on est dans cette phase de lancement, mais on est déjà sur plus de 60 recommandations par jour. D'accord. Entre le réseau salarié et le réseau d'agents généraux. Et ça, c'est une manière d'innover en faisant jouer entre eux nos réseaux à l'ADN très différents, mais qui répondent à un objectif qui est celui de, à la fin, de répondre aux besoins de nos clients. Ce programme a un nom particulier ? Oui, on parle de passerelle. Voilà. Passerelle entre le réseau d'agents et le réseau Allianz Expertise et Conseil. C'est un mot qui a du sens. Et d'ailleurs, il me permet de faire une passerelle vers l'autre continent, le continent africain, où nous avons le plaisir d'avoir en direct Monsieur Bachir Badou, qui est directeur général de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Je pense que vous nous entendez ? Oui, tout à fait. Bonjour à vous, merci de nous rejoindre. Alors vous êtes dans l'actualité, vous aussi, puisque vous organisez tous les ans maintenant un événement de plus en plus important, le rendez-vous de Casablanca. Gros succès pour cette édition qui s'est terminée, je crois, il y a une dizaine ou une quinzaine de jours. Cette année, vous aviez choisi le thème de la disruption en assurance. Que pouvez-vous nous dire en termes de principaux enseignements de cette édition et quels sont les sujets majeurs qui ont été évoqués parmi les nombreux que j'ai vus sur ce rendez-vous ?
Écoutez, tout d'abord, je vous remercie de m'inviter à prendre part à votre plateau. J'en suis honoré et content de le faire. Déjà, vous me direz, c'est de la vieille disruption que de pouvoir être présent, non pas physiquement, mais via des outils technologiques dans ce type de plateau. Donc, nous sommes très fiers du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. C'est un événement qui a réellement pris de l'ampleur ces 3 dernières années. On a reçu non seulement un grand nombre de participants, 1100 participants, mais surtout des intervenants de très haut niveau, et notamment du marché français. On a eu la chance et le privilège d'avoir avec nous Bernard Spitz. C'est la deuxième fois qu'il participe à notre rendez-vous, mais on a d'autres habitués comme Patrick Raffort qui vient, je pense, depuis la première édition, il n'en a raté aucune. Alors, on a choisi la disruption. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les problématiques deviennent mondiales. C'est clair que l'évolution dans les pays occidentaux, notamment le marché français, sont bien plus importantes que celles qu'on peut connaître chez nous. Mais il ne faut pas ignorer une chose, c'est qu'au niveau des marchés émergents, il y a des expériences très intéressantes en matière d'utilisation des nouvelles technologies. Ça permet très souvent de prendre des raccourcis dans le développement. Si on prend par exemple le monde de la banque, une banque qui veut se développer, accélérer son développement en Afrique, ne va certainement pas le faire par des réseaux physiques. C'est coûteux, c'est lourd. Et aujourd'hui, avec les mobiles, bien sûr, avec les mobiles et tout ce qu'offre le digital, une banque ira directement vers un environnement digital. Alors, on a eu de très belles expériences qui ont été présentées, pour n'en citer qu'une. Oui. Elle nous vient du Kenya. Donc au Kenya, il y a une société d'assurance qui couvre le monde agricole contre des périls liés aux inondations, à la sécheresse. Et aujourd'hui, l'agriculteur souscrit une couverture d'assurance via son portable, via son GSM. Et l'indemnisation se fait sur observation sur la base d'images satellitaires. Et lorsque les images satellitaires montrent que la région dans laquelle se trouve cet agriculteur a été touchée par un des périls couverts, ben, il reçoit son indemnisation de manière automatique. Et tout ceci est facilité par l'opérateur télécom, aussi bien pour le paiement de la prime que pour le paiement des sinistres. Donc voilà une expérience totalement disruptive. À aucun moment, l'assuré n'a un contact physique directement avec l'assureur, et ça se passe au Kenya. Donc c'est ça qui est extrêmement important. Et donc là, on voit aussi que, y compris en Afrique, l'assureur est là au bon moment et au bon endroit. Par rapport à cet exemple au Kenya que vous nous avez évoqué, est-ce que vous pouvez nous dire, donc vous êtes en train de nous dire que l'innovation est présente en permanence, y compris sur le continent africain, et parfois peut-être même un peu plus en avance sur certains sujets que nous. Quel est le rythme de la transformation, pour terminer, de l'innovation du secteur de l'assurance sur le continent africain ? Ben écoutez, d'abord, ça va très vite, ça dépend des pays, hein. Moi, je parle du mien, donc le Maroc. Nous sommes un peu la transition entre le nord et le sud. D'abord, par notre position géographique, et deux, par le stade de développement de notre pays et de notre marché de l'assurance. Nous sommes le deuxième marché africain après l'Afrique du Sud. On est un marché, je dirais pas mature, mais quand même relativement développé, avec des acteurs de taille continentale. Beaucoup d'assureurs marocains sont présents en Afrique. On a la présence avec nous de grands acteurs mondiaux. AXA est présente, Allianz est présente, le groupe Sogecap est présent. Et tout ceci crée de l'émulation. Et les acteurs sont conscients qu'il faut qu'ils réussissent leur transformation digitale et non pas attendre que le pays soit encore plus développé. Donc, parfois, on a l'impression de mettre la charrette avant les bœufs, mais ce n'est pas du tout le cas. Alors, je vais vous donner un ou deux exemples. Oui, rapidement, parce que... Oui. Oui, très rapidement. Tout à l'heure, le collègue d'Allianz parlait de l'agence mobile. Par exemple, aujourd'hui, à Casablanca, au Maroc, c'est une réalité. On a l'expertise mobile. Donc, vous avez une petite camionnette qui est équipée. Lorsque quelqu'un a un accident, il appelle une plateforme donc, qui est l'assisteur. L'assisteur donc, contacte cette plateforme mobile qui se rend sur le lieu du sinistre,
l'expertise du véhicule est faite sur place avec une connexion avec la société d'assurance. On fait une proposition sur place à l'assuré et s'il est d'accord sur les montants de l'évaluation des préjudices subis, il reçoit un règlement sur place. Voilà une exemple de disruption. Qui montre qu'au-delà de la disruption, l'assurance est en mouvement, que ce soit en France, en Europe ou même sur le continent africain. Pour terminer ce plateau, vous restez avec nous, Monsieur Badou. Une conclusion rapide sur cette question qui est un petit peu le thème majeur de notre débat. L'assureur doit être là au bon moment, au bon endroit, mais aussi dans le quotidien de la vie de ses assurés, c'est ça ? Peut-être que pour rebondir sur ce que disait M. Badou, voilà, très rapidement, en tout cas, le groupe IMA est présent au Maroc, depuis en partenariat avec le groupe Attijari Wafa. Et pour nous, c'est vraiment une très très belle success story, le développement de l'activité au Maroc. Vous avez évoqué, M. Badou, la complémentarité entre l'assureur et l'assisteur dans ce pays également. Et également une porte ouverte, être au bon endroit au bon moment, c'est aussi une porte ouverte sur l'Afrique subsaharienne. Donc oui, ça certainement, le Maroc fait partie des sites intéressants à explorer pour nos sociétés. Oui, je crois pour conclure, c'est que le point le plus important, c'est la manière comment entretenir et renforcer cette proximité que nous pouvons avoir avec nos clients, avec nos prospects. Et cela passe finalement grâce à l'innovation, ça passe par des idées nouvelles, à la fois comme on a pu les évoquer tout à l'heure, ou des services comme on a pu aussi du côté de l'assistance en inventer, des services qui vont au-delà de l'assurance et qui permettent d'augmenter les interactions avec nos clients. Et on sait qu'en augmentant les interactions, on augmente la satisfaction de nos clients, et en augmentant la satisfaction, on augmente la fidélisation, et en augmentant la fidélisation, on augmente le multi-équipement. Et donc c'est bien une mécanique vertueuse qu'il faut trouver en étant au bon moment, au bon endroit, pour pouvoir servir tous les usages, tous les besoins de nos clients dans leur vie quotidienne. Parfait. Un petit mot de conclusion très rapide parce qu'on a dépassé le timing. Alors je vais être très rapide pour aller au-delà du cœur de métier. Je regretterais juste de ne pas avoir eu le temps de parler plus de prévention en matière d'assurance santé, mais ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine émission. Et d'autres échanges. Je vous remercie. Vous restez avec nous. On va enchaîner amis internautes avec notre deuxième plateau. Je garde en ligne Monsieur Badou, mais pour terminer cette première séquence, je voulais évoquer au secteur de l'assurance, le TIDA Insurance que nous organisons, congrès, événement de dispositif sur la transformation du secteur de l'assurance. Et comme nous sommes convaincus que, comme le secteur de l'assurance, un événement doit être aussi omnicanal et concilier harmonieusement le meilleur et la puissance des deux mondes, le monde réel et le monde digital, je voudrais vous avertir de la première séquence du TIDEC, qui est le 5 juin. Et puis, TIDEC qui se fait en partenariat avec Assurance TV, où se succéderont sur les plateaux, où nous aurons des débats, des podcasts, des interviews, donc des plateaux de visionnaires, des plateaux de transformers, des plateaux de managers et de start-upers. Voilà. Vous pouvez rester en ligne sur ce plateau, notre deuxième séquence, notre débat thématique Assurance TV. Vous commencez à en avoir l'habitude. Sujet que nous évoquons aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Rappelez-vous, il y a un mois, jour pour jour, un robot-taxi appartenant à Uber a écrasé une piétonne qui traversait en dehors du passage Cloutez près de Phoenix, aux USA. Quasiment en même temps, le député mathématicien Cédric Villani déposait son rapport sur l'intelligence artificielle au Premier ministre. Cédric Villani qui, s'il n'avait pas eu un léger accident, devait être parmi nous sur ce plateau. Alors, avant d'enclencher le débat sur l'intelligence artificielle, je voudrais que vous écoutiez attentivement sa réaction suite à ce premier accident mortel en mode conduite autonome. Il faut continuer sans hésitation. D'abord, on a parlé de cet accident.
sais que tout accident est un drame, mais dans le même temps, combien d'accidents dus aux erreurs humaines? Quantité, quantité. Et les humains ne sont pas très sûrs pour conduire. Il ne fait pas de doute pour moi que la voiture autonome, dans un certain temps, pas si longtemps peut-être, sera plus sûre que le véhicule conduit par un humain. De ce que j'ai compris, l'accident dont vous parlez a eu lieu de nuit hors des passages cloutés et c'était une prise de risque. Là encore, il faudra attendre d'en savoir plus sur les conditions exactes de l'accident, mais ce n'est pas en soi de nature à remettre les programmes en question. Les constructeurs visent une voiture autonome qui soit 10 fois plus fiable qu'une voiture conduite par les humains. Et il est très probable qu'un jour on interdira aux humains de conduire, en considérant que c'est juste pas assez sûr. Vous avez ce débat sur la vitesse, les voitures autonomes peuvent rouler assez vite, beaucoup plus vite que les humains, tout en étant plus sûrs. Il y a 10 ans, on ne parlait quasiment pas de l'intelligence artificielle, sauf parmi les experts. Aujourd'hui, on en parle tout le temps. L'intelligence artificielle est le buzzword du moment. Elle transforme beaucoup de choses, l'environnement, le transport, la santé, le travail et bien sûr la vie des Français. Cédric Villani déclarait dans une émission de France Culture très récemment, avec l'intelligence artificielle, il y a un continent de choses à comprendre. Et il disait aussi, l'intelligence artificielle, c'est pas intelligent. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons réuni des personnalités sur ce plateau. Nous avons le plaisir de recevoir Anne-Sophie Godon, directrice innovation Malakoff Médéric. Bonjour. Guylain de Pierrefeu, partenaire intelligence artificielle de Wavestone. Bonjour. Bonjour Guylain. Jean-Philippe Desbiol, qui est à ma droite, qui est vice-président cognitive solutions IBM Watson Group. Bonjour. Bonjour. Et enfin Gwenaël Hervé, qui est directeur général d'Xcox France. Bonjour à tous. Bonjour. Entrons dans le vif du sujet. Jean-Philippe, vous avez une grande expérience de l'IA et au niveau international même. Hein. Est-ce que vous pouvez nous éclairer et nous dire concrètement, pour poser le débat, ce qu'est l'IA selon vous? Alors, vaste sujet, mais effectivement, d'abord je pense qu'on est, et là je rejoins M. Villani, on est face à une révolution industrielle, et d'ailleurs c'est ce que certains appellent la 4e révolution industrielle. Elle n'est pas due simplement à l'IA, mais elle est due à une combinatoire de technologies dont l'IA fait partie, avec notamment la notion de data, la notion d'Internet of Things, la notion de cloud, et cette combinatoire-là, effectivement, tous les ingrédients sont réunis pour être extrêmement disruptif et créer un vrai changement, notamment dans le domaine de l'assurance. Le deuxième point, si on devait synthétiser ce qu'est l'IA, 4 mots, la fin du code. La fin du code, ça veut dire quoi? La fin du code. Absolument, la fin du code. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on passe d'un monde finalement qui est un monde de programmation, qui est un monde très déterministe, et on va vers un monde d'apprentissage. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monde d'apprentissage, c'est notamment dans l'assurance, le fait que des hommes et des femmes de l'assurance doivent passer du temps pour quelque part, d'une certaine manière, entraîner, apprendre à un système, aussi intelligent ou aussi stupide soit-il, à la fois transférer le savoir, leur connaissance, une expertise, leur savoir-faire, et d'une certaine manière la notion de savoir-être. Donc on est bien face à des systèmes qui effectivement ont cette capacité d'apprentissage. Et troisième point que j'aimerais peut-être partager, et qui d'ailleurs a été évoqué dans la première table ronde, de mon point de vue avec beaucoup d'intérêt, c'est que on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais moi je parle d'intelligence dite augmentée, au sens où les systèmes que nous sommes en train de mettre à disposition des assureurs sont des systèmes qui ont pour but d'augmenter, d'assister. Les anglo-saxons appellent ça l'empowerment, d'empowerer des hommes et des femmes de ce métier, mais aussi mettre en pouvoir les clients dans le domaine de l'assurance. Donc c'est vraiment cela auquel nous faisons face aujourd'hui. Alors merci de cette très très belle mise en situation. On va faire, avant de parler du secteur particulier de l'assurance, on va faire un petit focus sur la complexité du déploiement de l'IA dans le monde du travail. Les dirigeants, les salariés prennent progressivement conscience de l'ampleur et de la complexité de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Anne-Sophie Godon, vous êtes aussi directrice du comptoir MM de la nouvelle entreprise créée par Malakoff Médéric et vous décryptez en fait, si j'ai bien compris, les évolutions du monde du travail et leurs impacts sur le capital humain des entreprises. Et en tant que groupe de protection sociale, Malakoff Médéric a publié il y a quelques jours, je crois, une étude effectuée avec le BCG sur l'IA et le capital humain, avec effectivement 1500 personnes interviewées, enfin un gros dispositif.
Pouvez-vous nous résumer, Anne-Sophie, quelles sont les visions des Français et des entreprises sur l'intelligence artificielle ? Alors, peut-être quelques éléments d'abord d'étonnement, c'est qu'effectivement l'IA, et d'ailleurs vous l'avez dit, est déjà rentrée dans le quotidien des Français, à la fois dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle, et avec d'ailleurs une perception plutôt très positive de la part des dirigeants et des managers. Donc finalement, il n'y a pas la peur de l'intelligence artificielle comme on pouvait le penser. Et pour les dirigeants, pour les managers, associés finalement à ce déploiement des enjeux de proximité, de productivité, d'amélioration de la relation client et potentiellement le fait de pouvoir créer des nouveaux business. Donc, dirigeants et managers, voilà, plutôt une vision positive. Des enjeux assez importants, et pour autant, aujourd'hui, seuls 20% des entreprises déclarent en faire une priorité. Donc voilà, premier constat, une espèce de paradoxe entre ces enjeux et puis la réalité. Et puis le deuxième point d'attention, c'est que quand on leur demande de se projeter à 5 ans, on voit qu'il y a quand même deux populations qui aujourd'hui ont plus de difficultés. D'une part, les TPE-PME qui déclarent avoir finalement plus de difficultés à la fois accéder à cette intelligence artificielle et puis peut-être aussi à en comprendre les enjeux stratégiques, et puis les salariés qui sont quant à eux bien moins en capacité de se prononcer quant à l'impact de l'IA dans les années à venir. Alors ce rapport, excusez-moi, évoque l'impact de l'IA sur l'humain. Hein, c'est bien ça, il est dense d'ailleurs, hein, il est très riche et intéressant. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément de crainte. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement les principaux enseignements? Il y a peut-être des craintes, il y a peut-être des risques, il y a peut-être des bénéfices perçus? Alors effectivement, il y a des craintes qui sont d'ailleurs assez souvent citées, hein, des craintes sur l'emploi qui là sont perçues par toutes les parties prenantes, des craintes en matière de qualité de vie au travail, le risque finalement d'augmenter le contrôle, de généraliser le contrôle, le risque aussi de déshumanisation du travail. Et puis du point de vue de la santé, d'ailleurs ça a été un peu évoqué plus tôt, pour les dirigeants, pour les managers, pour les salariés, finalement cette idée que peut-être avec l'IA, on va réduire un certain nombre de risques, réduire la pénibilité des métiers, et peut-être grâce aux objets connectés, grâce à ces technologies, être capable finalement de développer la prévention. Voilà. Donc, risque, crainte pour l'emploi, crainte en matière de qualité de vie au travail, crainte aussi, je ne l'ai pas dit, de voir peut-être se développer les risques psychosociaux, mais des bénéfices attendus en matière de santé. Comme tel. Exactement. Des réactions à ce que nous dit Anne-Sophie ? Jean-Philippe ? Je me permettrai de rebondir sur une idée d'Anne-Sophie qui, moi, me touche énormément. C'est que finalement, si je fais synthétique, beaucoup aussi d'hommes et de femmes aujourd'hui dans le domaine de l'assurance, mais dans d'autres domaines, c'est également le vrai, sont pris dans un étau entre un client qui finalement est devenu très dominant dans sa relation parce que très informé. Ça, c'est, je dirais, l'impact finalement, grosso modo, d'Internet, si je synthétise. Et également une force interne des groupes qui vise à plus de productivité, avec des offres de services de plus en plus complexes. Et finalement, il y a une sorte d'étau qui s'exerce sur des milliers d'hommes et de femmes, notamment chez les assureurs. Et paradoxalement, je trouve que les systèmes d'intelligence artificielle sont un moyen, c'est pas le seul, mais un moyen de desserrer cet étau. Pourquoi ? Parce que justement, nous allons augmenter cette capacité pour rendre plus de services aux clients, être peut-être mieux informés et rétablir finalement une sorte de symétrie entre des clients qui, eux, sont effectivement très informés, dominants dans leur relation, mais également des collaborateurs et des collaboratrices qui, demain, le seront également. D'autres réactions à ce que vient de dire Anne-Sophie ? Peut-être Guylain ? en complément, effectivement, je souscris complètement à cette idée que l'IA, c'est pas juste synonyme de destruction d'emplois. On l'entend encore trop, il y a trop de rapports là-dessus. C'est pas que ça, et aujourd'hui on voit de plus en plus d'exemples, j'allais dire, de pure players de l'IA, dont certains GAFA, dont Uber, dont on entend beaucoup parler, dont Facebook, qui sont un peu remis en question, notamment sur les données personnelles, etc., mais aussi sur des business cases un peu complexes. Tesla qui essaie de construire des voitures sans avoir la capacité à les produire, j'allais dire, et donc on voit que les pure players de l'IA sont pas forcément complètement au niveau sur tout, et on voit que d'autres acteurs historiques sont en train de réinventer des modèles en combinaison IA et leurs assets historiques. C'est ce qu'est en train de faire la Poste, en une certaine mesure, avec ces facteurs qui ont la proximité, qui sont sur le terrain, mais rajouter de l'IA à ça pour les aider à trouver les bons gestes, les bonnes actions. C'est ce que fait aussi Target aux États-Unis dans le retail. Donc je pense vraiment qu'il y a des approches mixtes qui sont intéressantes et qu'il ne faut pas penser que comment je gagne des équivalents temps plein. C'est pas le but de l'IA, enfin en tout cas pas le mien, et c'est pas la seule façon de voir les choses. Il y a une phrase dont on entend un petit peu beaucoup maintenant, je peux m'excuser, c'est les disruptés redeviennent les disrupteurs. Donc je souscris à 100% ce que vous dites, c'est très amusant, il y a un retour de bâton, si je peux dire.
Je reviens sur ce que disait Anne-Sophie sur les entreprises de taille moyenne et l'utilisation ou la peur et les craintes ou la non-utilisation de l'IA. Gwenaël, vous dirigez une compagnie d'assurance de taille moyenne, on peut dire ça? On peut vraiment dire ça, effectivement. Je me sens vraiment très concerné par ce que disait Anne-Sophie tout à l'heure. D'accord. Alors, quelle est votre vision justement par rapport à ça, vu du point de vue d'Hiscox France? D'abord, j'ai repositionné. Je vous remercie de m'inviter puisque j'ai l'impression d'être au milieu d'experts et justement en dirigeant une compagnie qui fait à peu près 100 personnes. Hiscox, c'est 100 personnes en France. C'est une compagnie qui travaille surtout par de la relation intermédiaire. Donc, c'est de la relation, encore une fois. On n'est pas dans le mass market. 90% de notre portefeuille est intermédiaire, c'est-à-dire en relation avec des courtiers ou avec des partenaires. Donc, je crois que beaucoup nous regardent ou nous écoutent parmi les courtiers. Aujourd'hui, la taille humaine, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est proche de nos courtiers qui font tous moins de 100 personnes, sauf les très grands. Et on ne se compare pas effectivement aux mastodontes dont on a entendu parler tout à l'heure, des compagnies d'assurance. Donc alors l'IA justement, lorsque la première réaction, c'est quand nos courtiers nous disent quoi? On veut une relation dédiée. C'est la première chose. Donc, on veut on veut un interlocuteur dédié. Quand on appelle, on veut un interlocuteur dédié. On ne veut pas passer par des boutons ou des... Voilà. Et ça, c'est ce qu'on met en place. C'est la qualité de service plus. Donc, je dirais que pour nous, on va se situer plutôt en observateur attentif de ce qui se passe dans le domaine de l'IA, mais on ne va pas casser cette relation. Ce qu'on va vouloir mettre peut-être en place, c'est là où il y a déjà de l'invisible pour le client, ou pour le courtier. Et là, on va pouvoir effectivement améliorer les choses. Mais là, on est dans la relation personnelle, ça va être plus compliqué. On parle beaucoup de chatbot, par exemple. Oui. Le chatbot, c'est très bien, mais aujourd'hui, et c'est notre sentiment, c'est qu'il faut qu'il y ait derrière encore de l'humain, parce que l'humain aujourd'hui déteste parler à un robot. Donc c'est bien ou c'est pas bien le chatbot? Vous disiez c'est très bien, mais je dis c'est très bien à partir du moment où on sait qu'on a affaire à un chatbot, donc il faut le déclarer. D'accord. D'accord, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un humain qui puisse prendre la main, parce que, on a tous fait l'expérience de taper sur des touches, ne serait-ce qu'au téléphone, et d'arriver à la fin en disant, on peut rien pour vous, et on raccroche et on a perdu son temps. Là, c'est exactement la même chose. Donc il faut... Mais avec des chatbots. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, il y aura un phénomène, j'imagine, d'apprentissage. Et je dirais que là, on a encore énormément, à mon sens, de temps devant nous, tout simplement parce que aujourd'hui, on considère que le chatbot n'est pas forcément un expert. Le robot n'est pas un expert. On a raison de penser ça ou pas? À l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on a raison de penser ça. Justement, j'imagine que chez Watson, on va aller de plus en plus vers de l'expertise et montrer que finalement, en parlant à un humain ou un robot ou un semi-humain ou une réalité augmentée, effectivement, on va devenir de plus en plus expert et tout ça va se transformer. Mais c'est lent. Je vais quand même rappeler quelque chose dans l'assurance, et là aussi je voudrais rassurer tout le monde, c'est-à-dire que je ne pense pas que l'intelligence artificielle détruise des emplois, et d'ailleurs on peut regarder le parcours dans l'assurance, dans les années 60, 70, même 80, vous aviez un métier qui s'appelait rédacteur. Aujourd'hui, il a complètement disparu. Aujourd'hui aussi, on a beaucoup... tous les directeurs avec des assistantes. Maintenant, c'est un partage. Vous avez une assistante pour 5 personnes. Vous voyez, ça, ce sont des métiers qui ont disparu. Et je dirais qu'il faut peut-être aller vers une forme de polyvalence. Je crois qu'on le retrouve d'ailleurs dans votre rapport, justement pour survivre. On a notre CEO chez Hiscox, qui a l'habitude de nous dire, alors il reprend Darwin, mais ce n'est pas le plus gros, le plus intelligent qui survit, c'est celui qui sait s'adapter. D'accord, et donc il faut s'adapter à l'intelligence artificielle, même si elle n'est pas intelligente, comme le dit le député mathématicien. Ça devient vexant. Je ne fais que répéter des propos de gens avertis. Si je peux ajouter quelque chose sur la taille humaine, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on doit choisir parmi des investissements. C'est-à-dire nos investissements sont à la taille de 100 personnes. Absolument. D'accord? Et là, peut-être que je me tournerai effectivement vers vous en disant, mais comment ai-je accès à cette technologie? Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'investir dans un outil qui va être surpuissant pour répondre peut-être à deux questions. Alors, on va aborder désormais les cas concrets d'usage du secteur de l'assurance. Et avant de laisser la parole à Guylain, je voudrais que vous évoquiez, soit vous, Jean-Philippe, soit vous, quelques cas concrets d'utilisation opérationnelle, efficace de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'assurance, très rapidement. Très bien. Je me permets de commencer.
Premier point, il faut que vous sachiez que j'ai la chance et l'honneur de travailler avec beaucoup d'assureurs de la place de Paris. Ça veut dire que la France n'est pas en retard. On a beaucoup tendance à dire que l'IA et la France est en retard. De mon point de vue, ce n'est pas forcément un statement qui est vérifié sur l'application, notamment l'assurance. L'assurance est en train vraiment d'aller très vite maintenant. C'est en avance ? Je ne dirais pas ça. Est en train vraiment de se transformer de manière extrêmement rapide, en tout cas de mon point de vue, et l'IA fait partie intégrante de ce plan de transformation. Elle n'en est pas l'alpha et l'oméga, mais la composante. Eh bien, il y en a trois. Prenons trois qui me viennent à l'esprit et qui sont opérationnels. Premier point, gestion des sinistres. En fait, on utilise notamment l'IA chez un grand assureur, avec notamment la reconnaissance visuelle. Donc globalement, quelque part, le client et donc le sinistré prend une photo de son sinistre, quel qu'il soit, et via l'IA qui a une notion de reconnaissance visuelle, va non seulement bien sûr reconnaître la photo, voir de quel type de dommage il s'agit, il va en évaluer la gravité, le degré aussi de criticité par rapport au sinistré, et de ce fait, on va fluidifier et améliorer le processus de service vis-à-vis du client, le processus de remboursement et de prise en charge vis-à-vis du client, et donc quelque part optimiser l'ensemble du processus. Donc ça, c'est un premier point, cas d'application concret, opérationnel aujourd'hui en Europe, chez un assureur. Deuxième cas d'application qui est très intéressant, on travaille sur un grand assureur français, dans lequel on a mis en place, justement, vous parliez de chatbot, mais je n'aime pas tellement le terme, peu importe, on appelle ça agent conversationnel, c'est plus élégant, mais il y a aussi une notion quand même qui se cache derrière en termes de fonctionnalité. Et cet assureur, finalement, a déployé Watson pour mieux servir en l'occurrence, ses agents. Et en l'occurrence, ce qui se passe concrètement, c'est que les agents peuvent dialoguer avec Watson quand ils le souhaitent, afin d'avoir la bonne réponse pour mieux servir leurs propres clients. Donc là, une notion de qualité de service, de modèle relationnel, qui effectivement est omnicanal, IA plus humain, qui est tout à fait efficace, en tout cas de mon point de vue. Troisième cas d'application, et j'arrêterai là, les contrats en déshérence, je vous la fais courte, depuis la loi Eckert, on doit rechercher les bénéficiaires des contrats d'assurance vie, on le sait tous autour de la table, et fondamentalement on travaille avec des assureurs, notamment français, sur comment est-ce que Watson peut aider des hommes et des femmes dans le travail et de retrouver des bénéficiaires, à la fois dans sa capacité à analyser les informations au sein de l'assureur, mais également d'aller chercher l'information là où elle se trouve pour pouvoir aider à retrouver le bénéficiaire. 3 cas concrets, opérationnels, déployés. Un autre cas concret, non je peux en donner un qui est testé aussi chez Hiscox. Alors on va dire Hiscox UK, mais on est dans plutôt les questions-réponses, c'est-à-dire en fait la question-réponse sur un wording des conditions générales, et donc toute question va être posée et avoir une réponse. Aujourd'hui, ça marche à 85%, et c'est en progression, et c'est ce qu'on attend effectivement de l'intelligence artificielle, c'est qu'on arrive à des taux qui sont les mêmes que ce qu'on pourrait avoir avec un rapport humain. Ça permet quoi ? Ça permet en fait de se désengager de quelque chose qui est peut-être un peu fastidieux, effectivement, et puis d'aller vers du relationnel, du commercial, enfin d'autres tâches. Plus riches et plus, exactement. Et plus concrètes. Guylain, je reviens vers vous parce que on a évoqué en préparant cette émission que vous avez un point de vue particulier sur l'appropriation, me semble-t-il, de l'IA par les entreprises en France. Franchement, entre nous, comment les entreprises en France s'approprient-elles l'IA ? Franchement ? Oui, franchement. Je vais prendre ma casquette de consultant râleur. Plutôt mal. Il y a du très bon et il y a des bonnes nouvelles. C'est qu'effectivement, de plus en plus de monde s'y intéresse. Et ça remonte de plus en plus haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je connais peu de COMEX qui ne traitent pas, en tout cas qui n'adressent pas le sujet de l'IA. Et donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est qu'on a compris que c'était un vrai sujet. Après, quand on creuse un peu ce qu'il y a derrière la ligne du plan stratégique qui dit accélérer sur l'IA, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Et notamment, on n'arrive pas aujourd'hui à définir quels sont les marqueurs forts de son IA. Et donc finalement, on dit il faut accélérer sur l'IA. Mais avec quelle ambition ? Pourquoi faire ? Avec qui peut-être aussi Avec qui ? Mais à la limite, avec qui, c'est après la stratégie. Mais même dans la stratégie, c'est pourquoi faire ? C'est quels sont les marqueurs de cette IA ? Est-ce que c'est une meilleure proximité client ? Est-ce que c'est une plus grande performance opérationnelle ? Est-ce que c'est développer des nouvelles offres ? Vous en parliez tout à l'heure, pour suivre le client de A à Z sur tout son parcours. Est-ce que c'est, dans un monde mutualiste, avoir une IA qui permette ce fonctionnement collaboratif dans des communautés de plus en plus diffuses et diverses ? Et donc aujourd'hui, ça, c'est pas défini. Et le niveau d'urgence, le niveau d'ambition, à quelle vitesse je veux aller par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure sur la disruption, n'est pas défini non plus. Et finalement, ça donne un espèce de signal positif de dire il faut y aller, mais on ne sait pas où.
Et donc, c'est très diffus. Donc, on part un peu dans tous les sens. Énormément d'initiatives, un peu partout, dans les métiers, dans la DSI, dans les centrales, dans les directions de l'innovation, les directions du numérique, qui sont globalement plutôt positives parce que ça fait progresser quand même beaucoup de monde sur l'appropriation de ces technologies, mais qui permettent pas finalement d'avancer de façon structurée et notamment de construire quelque chose de pérenne dans l'entreprise. Et ça, c'est aujourd'hui, moi, mon constat fort, c'est qu'on est beaucoup en train de construire plein de petits bouts, mais on n'est pas en train de construire le moteur de demain, ce qui fera le cœur de notre intelligence artificielle. En fait, si on simplifie un peu le débat, il y a 3 grandes familles d'intelligence artificielle pour une entreprise. Il y a tout ce qui est IA d'interface, qui permet de traduire un texte, une image, un caractère, une voix en données structurées. Ça, c'est des choses qui demain vont exister sur étagère, qui existent déjà sur étagère chez vous ou d'autres, et qui vont progresser très vite. Et finalement, ça, il faut savoir l'acheter. Après, il y a des IA spécifiques, j'allais dire, pour optimiser des morceaux de process qui sont absolument clés, qui n'existent pas forcément sur étagère, qu'il faut développer, mais qui sont absolument clés, notamment pour améliorer l'expérience client. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation de l'assurance, mais les assurés ne sont pas contents de la façon dont est suivi un sinistre, de l'information qu'on a, et on peut, par des petites bouts d'intelligence artificielle, améliorer ça. Et puis, il y a un troisième que je pense être vraiment la clé, qui est le cœur d'intelligence artificielle de demain. Si Amazon est si bon aujourd'hui sur le retail, c'est pas tellement ils sont nettement meilleurs que Google ou autres sur l'IA, c'est qu'ils ont compris qu'en mariant une connaissance exceptionnelle des clients et une logistique optimisée, ils sont capables de vous livrer un colis avant même que vous ayez appuyé sur acheter. Et finalement, ça, c'est cœur de métier pour eux, c'est une vraie force. Et il faut que les assureurs trouvent leur IA cœur de métier et la développent et la construisent, j'allais dire, en propre. Voilà. Anne-Sophie, vous vouliez intervenir ? Oui, je voudrais intervenir parce que je pense qu'il y a, en tout cas de notre expérience à nous, il y a quand même plusieurs points de vigilance. D'une part, il y a effectivement une vigilance quant à la maturité de la technologie, donc il faut effectivement rester vigilant sur ces sujets-là. Il y a aussi l'acceptabilité par les clients et par nos collaborateurs. Et je crois que, en fait, un des enjeux, ça va être aussi d'arriver à mener la révolution humaine avant la révolution technologique. Parce que finalement, si on prend ça sous l'angle de la technologie, j'ai peur que finalement, on se trompe. Voilà. Donc il faut effectivement marcher, ou en tout cas intégrer ces deux dimensions dans la réflexion. Ce qui complique un petit peu effectivement. Et ce qui effectivement rend les choses un peu plus compliquées. Voilà. Alors pour terminer, je vais vous poser une petite question, puisqu'on a un petit peu dépassé l'horaire. La promesse était 52 minutes, on en est à 56. Que les choses soient claires, ce n'est pas notre faute. On n'assume pas les uns des autres. Une des questions que l'on peut se poser, il y a un point de fragilité du secteur de l'assurance qui n'échappe à personne, c'est la relation assureur-assuré, tant la dimension en amont que du sinistre. Alors, est-ce que cette fameuse intelligence artificielle, pas suffisamment intelligente, mais très intelligente néanmoins, va vraiment concrètement changer ou transformer le rapport assureur-assuré? Qui se lance? Je peux me lancer, mais je prends le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour moi, c'est si on décide de changer profondément le rapport assureur-assuré et comment on décide de le changer, donc c'est bien une orientation stratégique de l'assurance, alors on va devoir et pouvoir utiliser l'IA pour le faire. Mais c'est pas l'IA qui, comme par magie, va résoudre tous les problèmes. Et souvent, ça a été vendu un peu comme ça, notamment certains chatbots au début, et c'est pas suffisant. Voilà. Anne-Sophie, vous voulez réagir? Est-ce que ça va améliorer je crois que dans la table ronde précédente, il y a quelque chose d'important qui a été dit, c'est la question du sens, la question effectivement de l'usage. Et donc, je pense que si on tire, finalement, si l'IA est intégrée ou en tous les cas fait partie d'un bouquet de solutions pour donner du sens à cette relation et effectivement faciliter l'usage des garanties, des services, alors oui. Sinon, je crois qu'il faut s'en passer peut-être provisoirement. Écoute, moi, je pense que l'IA, encore une fois. Il y a une symétrie qui doit s'opérer, et elle va s'opérer d'une manière ou d'une autre, c'est qu'une question de temps. La symétrie, c'est qu'on est face à des clients qui sont eux-mêmes augmentés et qui ont, comme vous l'avez dit très bien dit au début, qui ont déjà en main quelque part l'intelligence artificielle et qui vont faire leur usage, j'espère en bon usage. Et les entreprises finalement doivent être en symétrie par rapport à ces usages-là, parce qu'autrement elles sont tout simplement dépassées et donc disruptées. Donc je crois que le débat aujourd'hui, il n'y a même plus de débat. Les assureurs, vous l'avez dit, sont déjà, l'IA est sur les agendas. Il est pris, je pense, plutôt... Les agendas de quelle année Dans 2018. 2018 Il y a une accélération indéniablement. Moi, je suis rentré en France depuis 2 ans, j'étais à l'époque aux États-Unis. Très bien, Depuis 2 ans, je vois une accélération en France de manière extrêmement rapide. Et pour ça, moi, je suis très
très heureux de voir que la France, encore une fois, je réitère mes propos, notamment dans le domaine de l'assurance, mais pas que, est en train d'appliquer l'IA. Par contre, c'est vrai, par petites touches, alors qu'on devrait avoir une approche beaucoup plus systémique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, quelle bonne nouvelle. Gwenaël, pour le mot de la fin, on le laissera peut-être à Anne-Sophie par courtoisie. Je dirais qu'il faut toujours une perception de valeur ajoutée. Donc, quand on va percevoir le client final, s'il voit la valeur ajoutée, ce sera une adoption, et des deux côtés. Est-ce que cette IA va transformer cette relation assureur-assuré ? Oui. Elle doit la transformer. Elle doit la transformer. C'est déjà le cas. Anne-Sophie, votre vision avec vos... Non, je voudrais juste redire encore une fois l'importance de l'humain dans ces transformations. Voilà, et puis vous dire qu'on va se donner les moyens aussi de pouvoir donc suivre finalement l'évolution de la maturité de l'IA dans les entreprises. Et donc rendez-vous en mai. Voilà, pour nous serons là. Pour de nouveaux services. En mai ? Ouais, fin mai. Dans un mois. Ouais, d'accord. Bon, écoutez, on en parlera à ce moment-là. Avec grand plaisir. Donc merci de votre participation. Merci de cet échange. Merci d'avoir suivi ce mag Assurance TV. Faites-nous part de vos commentaires, que ce soit des critiques ou au contraire des félicitations. Excusez-moi. Vous trouverez la date du prochain Assurance TV sur le site L'Assurance en Mouvement avec de nombreuses personnalités et de nouveaux sujets. Merci de votre écoute et à très bientôt.